Bien voilà, nous sommes de retour. On poursuit maintenant avec le Mali. La France qui refuse de se substituer aux États souverains du Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le jeudi dernier, à l'issue de consultations, une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État à la stabilité politique et au choix des États souverains, a souligné le président français Emmanuel Macron. De toute façon, Adam Adjournou, on savait que la présence militaire française dans le Sahel n'avait pas vocation à être éternelle. Oui, et je pense que ce retrait-là était un peu anticipé un peu plus tôt. Souvenez-vous, lors de la dernière rencontre avec le G5 Sahel, Emmanuel Macron l'avait également effleuré, sauf que personne ne s'y attendait si tôt. Mais sauf qu'on peut réellement donc faire intervenir des variables qui ont permis de pouvoir donc peut-être l'anticiper, ou peut-être ça pouvait durer, et Emmanuel Macron a fait cette annonce-là. Même je pense que c'est ce qu'a toujours voulu, que ce soit les Maliens ou d'autres pays africains qui estiment que voilà, la France fait tout le temps des incursions dans la vie politique des pays. Et aujourd'hui, il vous en souvient également que lorsque vous prenez l'opération Barkhane, c'est l'opération la plus coûteuse pour la France depuis des lustres. Ça fait 600 millions d'euros chaque jour. Tout à fait. Et vous allez constater qu'il y a aussi des critiques compte tenu du fait que c'est aussi l'opération qui a été le plus meurtrière dans le Sahel. 50 morts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la France n'a jamais soufflé donc de pareils décès de ces hommes sur le tout. Mais également, je pense que, vu l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron, il y a de quoi qu'on puisse donc faire intervenir donc, des préjugés en ce qui concerne la politique. Il a attendu, c'est pourquoi moi je l'ai dit, je le dis toujours, la politique c'est une science aujourd'hui. Donc il a choisi le bon moment où sa popularité monte davantage, puisque c'était Sarkozy l'avait annoncé, il y avait également le Hollande aussi qui l'a annoncé, mais jamais ça n'a été acté. Il a fallu quand même qu'Emmanuel Macron, dans la foulée donc, de l'organisation de la conférence de presse du G7, qui fasse donc cette annonce-là. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a choisi le bon moment pour faire cette annonce, naturellement, donc pour, comme je le disais tantôt, se faire toujours grimper en popularité, mais au même moment également. Mais ce que moi je pose comme question aujourd'hui, est-ce que ce départ-là, et là d'ailleurs nous préparons un article là-dessus, est-ce que nos pays sont réellement donc suffisamment aguerris pour réellement donc faire... On va revenir sur cet aspect même tout à l'heure, mais sans Fioclou, par rapport au développement premier que vient de faire Adam Adjournou, Emmanuel Macron n'est-il pas simplement dans... Il est à moins d'un an d'une présidentielle. On sait que la présence militaire française à l'étranger, surtout au Sahel, est aussi mal vue de l'opinion française. Il est juste sur un calcul politicien, j'allais dire. Oui, c'est un calcul politicien parce qu'il sait qu'à l'intérieur, les Français ne sont pas d'accord de la présence de cette force Barkhane dans le Sahel, et compte tenu du nombre de morts. Et ça, l'argent des contribuables qui est dépensé dans ce Sahel ne leur apporte rien. Et seul le président, son ministre des Affaires étrangères, son ministre des Armées et de l'économie et des finances savent ce qu'ils trouvent dans cette opération. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait cette déclaration parce que les autorités en place à Bamako ont commencé par prendre des contacts avec les djihadistes. Et c'est là où il avance que s'il faut discuter avec les djihadistes, lui n'est pas d'accord. Or, ces djihadistes sont des Maliens. S'il y a palabre, et qu'à un certain moment, compte tenu des dépenses et des morts qu'on a eu de gauche à droite, des attaques sur Gao, et que le pouvoir en place a trouvé utile de discuter avec les Peuls, les Touaregs, pour que le calme règne sur toute l'étendue du territoire, c'est une opportunité. Puisque quelqu'un disait la dernière fois que tu ne peux pas quitter Bamako et faire 340 km sans rencontrer des djihadistes, qu'au-delà, c'est fini. Tu tombes sur les djihadistes. Aujourd'hui, ce n'est pas Macron qui doit dire aux Maliens ce qu'ils doivent faire. Et ce n'est pas la France seule qui est là-bas au niveau de la coopération internationale et militaire. Ce que la France a eu de 2012 ou bien de 2013 à ce jour, Dieu seul sait. Mais cette annonce
a fait grimper sa cote de popularité au niveau des sondages. Et moi, je sais que c'est pour une raison clé qu'il a fait cette annonce. Parce que au dernier sondage, il y avait Marine Le Pen qui est toujours en avance, et avec cette déclaration, il est arrivé à changer la tendance. Mais ce n'est pas tout. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad sont des pays qui sont les 5 pays du G5. Et le rôle que joue le Tchad et ces pays et les forces armées de ces 5 pays, la France ne peut jamais les ignorer. Et l'assistance technique, c'est les États-Unis qui donnent ça à la France au niveau des informations, des renseignements. Ce qui veut dire que la France ne peut pas être opérationnelle sur le Sahel sans l'apport des États-Unis. C'est ça le problème. Ce qui veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, la déclaration de Macron est devenue une fierté pour les Maliens qui souhaitent même que cette force se replie ici et maintenant. On sait que les Français sont très forts avec les jeux de mots. C'est vrai que Macron annonce la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Mais il faut faire très attention. Hein. Macron n'a jamais dit que les troupes françaises vont quitter le Mali ou le Sahel. Oui, il ne l'a pas dit. Donc c'est une façon pour lui de jeter le pavé dans la mare pour voir le nombre de poissons que ça pourrait bousculer. Mais je pense que, comme les uns les autres l'ont dit, c'est pas seulement un calcul politicien. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron même se rend compte que la France est devenue persona non grata sur le sol africain. Aujourd'hui, beaucoup ont vu que la France là, a le cul dehors. Quand vous lisez sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit, le sentiment anti-français, il est patent, il est visible. Aujourd'hui, la France est en train de perdre du territoire sur le sol africain. Quand vous essayez juste de comparer aujourd'hui, ils sont derrière la Chine, l'Allemagne, le Pakistan, l'Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les derniers événements, l'évolution de l'actualité au Mali, la France n'a trouvé mieux que de faire de telles déclarations, mais une déclaration à prendre également avec beaucoup de pincettes, comme tu l'as dit. Mais tout calcul bien fait, je pense que c'est une déclaration une déclaration faite comme cela pour essayer de voir la réaction des uns des autres. Parce que Macron a été très clair, la lutte contre le terrorisme sera faite maintenant avec des forces spéciales structurées autour de l'opération Takuba, avec évidemment une forte composante française. Les Français sont toujours là. Non, ils sont là. C'est le format qui diffère. Et je pense que la force Takuba... Le format ou le nom, c'est comme CFA qui devient écho. Hein. Non, c'est pas la même chose. Puis non, ici... non, moi je parle de la ressemblance. Oui, non. Vous voyez, Emmanuel Macron avait dit, compte tenu réellement donc de ces aspects, de ces paramètres de cherté de l'opération que nous avions souligné tantôt, avait donc émis au niveau de l'Union européenne à faire en sorte que il puisse avoir une coalition beaucoup plus élargie pour réellement donc venir à bout donc de cette djihadiste-là. Et je pense qu'il n'était pas seul. Je me rappelle, en son temps, le président Idriss Déby l'avait dit qu'il faudrait naturellement donc changer le format, arriver donc à un format assez plus internationalisé, comme ce qu'on a eu en Afghanistan, pour faire en sorte qu'on puisse donc mettre hors d'état de nuit ces djihadistes-là. Mais ni ce qui n'avait pas... ce qu'on a eu en Afghanistan ou dans d'autres pays, ça n'a pas marché non plus là-bas. Hein. Oui, mais je pense que c'est vrai que ça n'a pas totalement marché, mais de toutes les façons, lorsque nous prenons les bénéfices... Les attentats sont toujours très fréquents en Afghanistan. Mais en termes de force en présence, je pense qu'ils ont été anéantis. Et ça, c'est une évidence. C'est ce qui a fait d'ailleurs même qu'ils sont donc repliés dans nos pays avec l'armement qu'ils avaient. Voilà pourquoi lui l'avait anticipé en disant qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive... Je pense qu'à la résolution 7, comme il a l'habitude de l'appeler, aussi bien au niveau même du déploiement onusien qu'au niveau même de la France, faire en sorte... Dans cette coalition, je pense que avec la proximité qui dit Déby avec Emmanuel Macron, je pense que c'est ce qui a amené Emmanuel Macron à faire en sorte qu'on ait donc une coalition européenne beaucoup plus élargie. Parce que, de toutes les façons, il n'y a pas que la France aujourd'hui qui exprime que voilà le Mali ou carrément les pays africains sont des bases arrières, que ces pays-là ne sont pas stabilisés. Ça pouvait être donc des dangers pour les pays
Je pense que tous les pays européens sont aussi en danger si tel est qu'ils laissent donc le bourbier libyen et malien puisse donc se perpétuer. Et je pense que cette force a déjà montré une certaine expérience, puisqu'ils sont déjà là. C'est vrai que, disons, l'effectif voulu n'est pas encore atteint. Ils sont, je pense, qu'au moins de 1600 et quelques, avec donc, ces forces-là qui ont réellement donc ont compris que réellement donc ils pouvaient réellement faire quelque chose. C'est en ce sens que j'estime que Emmanuel Macron, ayant tiré donc les leçons de cette présence-là, a voulu donc faire cette annonce-là. Je pense que ce n'est pas une annonce pour rien. Et d'ailleurs, même ce redéploiement même de la force française n'est pas pour demain. Vous savez qu'on parle de milliers de personnes mobilisées, 5 000 hommes mobilisés. Je pense que c'est une démobilisation progressive et on en est encore pour plusieurs années avant que la France ou carrément le Mali ne puisse prendre congé définitivement de la France. Mais on se réjouit peut-être pour ceux qui, surtout beaucoup d'activistes qui se réjouissent de ce genre d'annonces. Il y a une question fondamentale. Que feraient ces pays sans cet appui français? Oui, il est vrai que les forces armées en présence dans le Sahel ne sont pas formées pour ces éventualités, pour le terrorisme. Ils sont plus là pour protéger leur président. Et voilà que la situation est arrivée depuis 2012 et que ça fait environ 9 ans que ça a perdu sur le terrain. La présence des forces armées françaises n'a rien changé. Ça a amoindri la montée vers Bamako, mais plus au nord et dans l'est, la zone des trois frontières, ces forces sont présentes, mais n'arrivent pas à venir à bout de ces djihadistes. Pourquoi? Parce que les djihadistes ont procédé comme les frères musulmans. Ils nourrissent les populations. Ils leur donnent à manger, ils leur donnent de l'argent, etc. Et la loi du silence est prônée dans cette zone. Même quand le gouvernement a formé des jeunes, les avant-gardistes, pour contrer les djihadistes, ces derniers temps ne s'attaquent plus aux forces de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité. Ils s'attaquent plutôt à ces avant-gardistes. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'il y a une évolution sur le terrain, la stratégie change. La dernière fois, la France a fait un communiqué que le djihadiste qui a tué les deux journalistes de RFI ont été tués, mais elle ne savait pas que celui-là qui était l'auteur était dans le lot. Quand je l'ai analysé, ils ne savaient pas que c'est dans le lot. Et c'est après son décès qu'ils ont constaté que ce communiqué-là, moi, je l'ai trouvé bancal. Ce qui veut dire qu'ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils font réellement et ce qu'ils veulent. Pendant 9 ans, ils n'ont pas pu venir à bout de ces djihadistes. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Il y a les forces spéciales qui entraînent l'armée malienne. L'armée malienne a eu des équipements et autres, ils sont formés, etc. Et il faut laisser la patrouille mixte. Dans le premier communiqué qu'il avait pondu, les experts français qui étaient dans les états-majors et autres là, ont suspendu leur participation, compte tenu du premier communiqué. Et aujourd'hui, il est vrai, et tu sais, nous savons tous ici sur ce plateau, que les forces armées maliennes, burkinabè, nigériennes, tchadiennes et mauritaniennes, à elles seules, ne peuvent pas affronter les djihadistes parce que les armements des djihadistes sont plus sophistiqués les siennes, c'est ça. Et ça aussi, peut-être plus sophistiqué les leurs. La France aussi le sait, que sans elle, ces pays ne peuvent pas grand-chose. Oui, la France le sait, mais l'Afrique aussi n'est pas en manque de moyens. L'Afrique a une armée bien sophistiquée. Généralement dédiée à la protection d'un seul homme. Là, quand il s'agit d'un combat sur le terrain, voilà, donc asymétrique, et on voit le résultat. Exactement. Donc, c'est le moment en fait de mettre tout cela à profit. Ce n'est pas seulement d'armer nos militaires et de les envoyer en fait gazer les gens quand ils sont en train de manifester. Mais ça, c'est juste le côté pitoyable de la chose. Mais quand nous parlons de choses sérieuses, je pense que
l'Afrique du Sud ou l'Égypte, l'Algérie ont une armée très, très importante. Si on essaie de mutualiser les généalogies, je pense qu'on peut y arriver. Mais au-delà de tout ça, ce que pensent les deux, c'est d'arriver peut-être aujourd'hui à une sécurité collective. Je pense que le doyen Fiocou l'a effleuré parce que c'est vrai que les États sont dans une situation d'inégalité en matière de sécurité. Et l'expérience a montré que tous ne sont pas équipés. Il y a certains États qui sont plus équipés que d'autres. Mais face au terrorisme qui est un fléau trans-territorial et transnational, il faut forcément qu'il y ait justement une sécurité collective. La sécurité collective peut-être va les amener à signer une convention de telle ancêtre que dès qu'un État est touché, c'est toute la communauté qui est touchée. Je crois que c'est comme cela que l'Europe a été protégée par les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ça qui a amené à la création de l'OTAN. Maintenant, moi, ce que souhaitent les Maliens, ce que souhaitent les activistes maliens, comme tu le dis, c'est que la France arrive aujourd'hui à mettre en exécution sa menace. Parce que tel que livré, je pense que c'est une menace. Et celle de se retirer définitivement du sol malien pour que la sécurité malienne soit assurée par les Maliens ou bien par les Africains eux-mêmes. Nous allons passer à la pause maintenant et puis on va revenir pour parler du tout.